Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sport Palabre sur Stade Afrique. Aragon disait que la femme est l'avenir de l'homme et je fais partie de ceux qui pensent qu'il a raison. Mais soyons un tantinet provocateurs et poussons la réflexion un peu plus loin. Et si la femme était l'avenir du foot ? Ce sport pratiqué par la gente féminine depuis le début du XXe siècle a eu du mal à trouver sa place et attirer les foules pendant des décennies. Mais tout s'est accéléré là depuis quelques années, au point même que systématiquement, on les compare à leurs homologues masculins. Alors, les plus bienveillants diront que le foot féminin est tactique, plus posé, fair play. Les plus sévères ne verront que des matchs ennuyeux, sans technique, avec des gardiennes archi nulles. À quelques semaines de la Coupe du Monde, à quoi devons donc nous attendre ? Est-ce qu'on va voir l'hégémonie des 4-5 grosses équipes qui vont mettre des scores de babi aux petites nations qui vont être là en tant que faire-valoir ? Ou on va se rendre compte qu'on peut assister à de vrais matchs, à une belle compétition faite de belles surprises avec ses joies, ses peines, son intensité. Alors, même si la femme n'est pas encore l'avenir du foot, en tout cas pas pour le moment, elle n'en est pas moins une actrice incontournable qui a un véritable rôle à y tenir. Mais quel rôle ? On va en parler là maintenant. Donc pour parler de foot féminin, il me fallait évidemment deux expertes en la matière. Donc du coup, j'ai le plaisir d'accueillir Siani Dalmad du journal L'Équipe. Bonjour Siani. Bonjour. Siani, spécialiste du foot féminin pour l'Équipe. Entre autres choses. Oui. Entre autres choses. Ouais. Et immense privilège, j'ai une ex-internationale et une coach. Une ex-internationale, c'est l'émotion, une ex-internationale camerounaise, Dorette Elanguet. Bonjour Dorette. Bonjour Laurent, bonjour Siani. Dorette, vous êtes actuellement coach de l'AS Poissy, club féminine. Club féminin, tout à fait. Club féminin, pardon. Dorette, je vais commencer avec vous. J'ai une première question. Soyons sérieux. Est-ce que le foot est vraiment un sport féminin ? Est-ce que c'est fait pour les femmes ? Alors, il n'y a pas de sport d'homme ou de femme. C'est un sport comme un autre. Ouais. Voilà. Alors je suis volontairement provocateur parce que je sais que c'est le genre de réflexion que Siani adore. Siani, le foot féminin, c'est un vrai sport. Le foot est fait pour les femmes Alors déjà, foot féminin, on peut enlever le mot féminin derrière, c'est du football. Ça reste du football, c'est les mêmes règles, les mêmes terrains, le même ballon. Donc il n'y a pas de raison que ce ne soit pas fait pour les femmes. Après, c'est pas tant le fait que ce soit pratiqué par les femmes qui dérange, c'est les gens, leur perception qu'ils ont de cette discipline. Moi, quand je vois une fille sur le terrain, ça me pose pas de problème. Il y a des gens à qui ça pose des problèmes et voilà. C'est peut-être à eux de voir pourquoi ça leur pose problème. En tout cas, pour moi, une femme peut pratiquer le football comme le ferait un homme. Alors, vous l'avez compris, j'ai volontairement été provocateur parce que le but du jeu est bien sûr de faire tomber tous les clichés et de prouver effectivement que le football pratiqué par des femmes, exactement, n'est-ce pas, est un véritable sport, une véritable discipline avec de vrais enjeux. Est-ce qu'un des plus gros problèmes Dorette par rapport, justement, comme l'expliquait Siani, pour le football, donc pratiqué par les femmes, ça va être compliqué si à chaque fois je le dis, c'est pas justement qu'on le compare systématiquement au foot masculin ? Alors, le problème de la comparaison, c'est déjà l'essence. Nous sommes des femmes et le problème de l'intensité, le problème de la force physique fait la différence. Mais toutes les qualités techniques, tout le développement qui est autour, la formation des entraîneurs et tout ça, c'est pareil. Tous les stats qu'on fait après les matchs, avant les matchs, pour moi, tout est pareil. La grosse différence, c'est juste l'intensité, je pense. C'est un handicap, non ? Tant qu'on comparera forcément au foot masculin, on va se dire ouais, c'est moins bien, mais il ne faut pas aussi. L'erreur est de vouloir s'attendre à la même chose. Exactement, l'erreur c'est de vouloir voir les mêmes performances. Les filles courir aussi vite, c'est taper physiquement aussi fort, impossible. Ouais. Taper aussi fort, c'est physiquement, c'est quasiment impossible. Mais voilà, il faut le voir avec un œil un peu plus neutre et voilà. Laisser peut-être la chance à cette discipline, essayer de la voir avec un œil nouveau. Effectivement, les filles, techniquement, c'est aussi bon que les garçons, voire des fois même mieux. On a vu que quand on a commencé à mettre en place de la préformation, de la formation, quand les filles ont acquis les mêmes bases, les mêmes entraînements que les garçons, elles ont vite progressé. Donc, c'est pas forcément
une question de technique ou de tactique. Elles sont capables, elles sont aussi intelligentes, donc elles sont capables de comprendre tout ce qui est tactique. Après, quand il y a des différences de physique, c'est des choses qu'on ne peut pas naturellement rattraper. Et, donc, mais ceci étant, on peut quand même les compenser par d'autres choses. Ah bien sûr, par une bonne vista. Il y a des filles qui voient aussi bien le foot que les garçons, par l'intelligence de jeu, par l'intelligence tactique. Voilà, il y a plein de choses sur lesquelles on peut effectivement compenser le déficit physique. Alors, ce que je vous propose... Je pensais pour ajouter quelque chose, je pensais qu'il faudrait peut-être ne pas avoir des a priori. La Coupe du Monde arrive, que les gens regardent un match, un match de football, comme une discipline qu'on découvre. Comme étant un amateur de sport qui regarde... Voilà, qui vient prendre du plaisir et ils vont découvrir pas mal de choses et seront surpris d'ailleurs, je pense. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un sujet d'Harold Montero qui revient un peu sur l'histoire du football avec ses points positifs et surtout pas mal de clichés, malheureusement. On regarde. Ce n'est un secret pour personne, le football féminin est pratiqué depuis de longues années, mais vit dans l'ombre médiatique du football masculin. Au départ, le football féminin était accueilli avec méfiance. Les médecins et éducateurs étaient contre le fait qu'une femme joue au foot. Selon eux, la discipline rendait les femmes viriles, laides et elles pouvaient même être stériles. Les règles ont été adoucies pour elles. Des matchs réduits à 60 minutes, des terrains et ballons plus petits et les contacts et charges sont interdits. Par la suite, tout a été remis à la normale et le développement s'est accéléré grâce aux moyens mis en place par les fédérations et les clubs. De plus en plus de femmes s'inscrivent dans des clubs de foot. Aujourd'hui, les femmes sont prises au sérieux. Les médias traitent plus l'actualité du football féminin, les chaînes se bataillent pour obtenir les droits de diffusion. En revanche, les inégalités sont toujours présentes. Espagne, un match entre deux équipes féminines a été interrompu au bout de 30 minutes puisque des hommes ont envahi le terrain. Ces derniers les menaçaient, les insultaient et avaient des propos machistes comme « aller faire du ballet ». En Afrique, le football est perçu comme un sport de voyous pour les femmes. L'athlète Marie-Josée Talou voulait faire du foot et a été repérée par un club, mais sa famille lui a formellement interdit, alors elle s'est tournée vers l'athlétisme avec réussite. Aucune femme n'entraîne de club professionnel masculin alors qu'en Ligue 1 française féminine, seulement 2 femmes sont coachs sur 12 équipes. De plus, des clubs historiques en France comme l'Olympique de Marseille ou encore l'AS Saint-Étienne n'investissent que très peu dans leur section féminine de football. Gigi Becali, président du Steaua Bucarest, a été interrogé sur une éventuelle section féminine dans son club et il a répondu que le football féminin, c'est une idée de Satan. Une question se pose, quel rôle jouera la Coupe du Monde 2019 pour le développement du football féminin et surtout pour faire un peu plus évoluer les mentalités ? Quand on voit ça, on se dit, mais pourquoi tant de haine quoi ? Il y a quand même des propos qui sont... alors, on ne va pas faire une généralité, mais c'est assez hallucinant de tenir les propos comme tient le patron du Steaua Bucarest. Quand vous entendez ça, Siani, au-delà de... qui a pu être véhiculé comme image il y a presque un siècle, où les mentalités étaient totalement différentes et le rôle de la femme, malheureusement, n'était pas encore celui qu'il est en train d'être et la place qu'elle prend, sa place, justement. Quelle est votre première réaction ? Je ne suis pas tellement choquée. Après, je comprends que le football soit un milieu très, très masculin, on le sait, c'est pas nouveau. Et c'est toujours difficile de laisser les femmes prendre une place dans des milieux comme ça. Sans aller sur le terrain, quand on regarde au niveau des instances dirigeantes, de la direction des clubs, il y a très peu de femmes, voire pas du tout en France, de femmes qui dirigent un club de football. Il y a très peu de femmes. Il y a Corinne Diacre, en entraîneur d'une équipe professionnelle masculine, mais sinon il n'y en a pas. Donc effectivement, il y a peut-être un peu de mal à laisser les femmes venir sur un territoire très très masculin, mais ça c'est en train d'évoluer, de changer, et ce genre de paroles, dans quelques temps, elles seront à la marge, on ne les entendra quasiment plus. Si ce n'est qu'elles le soient déjà, à mon avis. Déjà un petit peu, mais il y a toujours de toute façon des gens qui seront réticents à laisser des femmes faire ce qu'elles ont envie de faire et jouer au football, mais il ne faut pas se laisser bloquer par ce genre de propos. Dorette, après on va revenir sur le côté international du foot. Je reviens sur Marie-Josée Talou, le fait qu'elle n'ait pas pu faire de foot parce que c'était interdit. Vous, quand vous avez décidé d'être une joueuse professionnelle, vous avez eu des difficultés, vous avez été encouragée, il a fallu en faire plus que les autres, vous battre encore plus ? C'est sûr qu'au début, c'était pas évident parce que la famille, parce que le football féminin n'était pas professionnel, les filles n'étaient pas rémunérées. Aujourd'hui, les difficultés que j'ai pu rencontrer, c'était le grand public, on va dire. Mais la famille, j'ai été tout le temps encouragée par mes frères, mes parents,
Et donc vous avez été plutôt soutenu. J'étais soutenu, oui. D'accord. Alors, en deuxième partie, on parlera Coupe du Monde, Cannes et à l'international. Là, on va revenir un petit peu sur les clubs et les formations. Déjà, le déclic, à votre avis, est-ce que c'est, comme tout le monde le dit, 2011 ? Est-ce que ça a été vraiment un moment charnière qui a fait passer le foot féminin dans une autre dimension ? Déjà en France, ça a été un déclic vu que l'équipe de France a fait un très très bon parcours lors de cette Coupe du Monde en Allemagne. Alors il y en a qui vont vous dire que les gens ont regardé parce que c'était diffusé, qu'il n'y avait rien d'autre à la télé au niveau sport. Peut-être. Il y avait aussi le fait que l'année précédente, il y avait eu le scandale de Naïsna avec l'équipe de France masculine. Et il y avait un rejet du foot masculin, de toutes les valeurs qu'ils pouvaient véhiculer qui n'étaient pas très bonnes à cette époque-là. Donc c'est vrai que ça a apporté de la fraîcheur. On a eu envie de s'intéresser à ces filles qui jouaient, j'en entendais, qui se roulaient moins par terre quand il y avait une faute, qui simulaient moins, qui avaient un bon esprit. Donc tout ça, ça a permis justement à ce que le foot féminin vienne un peu plus en lumière. Et puis après, l'équipe de France a continué à avoir des bons résultats. On a vu qu'il y avait d'autres équipes qui jouaient bien, que finalement, il y avait une vraie progression du football féminin, parce que même moi, quand je regardais ça à la fin des années 90, je trouvais que c'était un petit peu lent. Je l'avoue aussi, hein, et là en regardant les matchs, j'ai redécouvert aussi une discipline qui m'a beaucoup plu. J'ai vu que les filles étaient techniques, qu'elles marquaient de super beaux buts, donc forcément ça donne envie de s'intéresser à ce qu'elles font. Et puis elles ont des super personnalités, donc ça aussi ça donne envie de les suivre. Mais ça pour le coup les personnalités c'était aussi, comme vous le disiez, c'était en réaction aux personnalités qu'on a vues l'année précédente. Elles avaient toutes les vertus les joueuses. Mais bien sûr, parce c'était un moment de fraîcheur véritablement. Ça nous rappelait les footballeuses que nous on est, ça veut dire que moi je sortais de l'école, je prenais mon sac, j'allais à l'entraînement, je faisais du foot avec mes copines et j'avais l'impression que c'était un petit peu aussi ce qu'elles vivaient et qu'on n'était pas dans ces stars du football complètement déconnectées du football amateur. Dorette, vous l'avez senti, vous, en 2011, vous étiez encore professionnel. En 2011, je jouais encore. Vous avez senti ce changement après cette Coupe du Monde non? Mais moi, je pense que le changement arrive avec les résultats. Le grand public s'intéresse avec les résultats. L'équipe de France avait une superbe... de bons résultats à cette compétition-là. Donc du coup, ici, nous on est preneurs de tous les éléments qui sont autour, Naïsna, qui n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on dira pour cette Coupe du Monde, mais je pense que les avis sont divergents et que les gens s'intéressent parce qu'il y a également de la qualité, les déplacements tactiques, les principes. Alors justement, est-ce que vous considérez, vous, qui avait une carrière d'athlète, de joueuse professionnelle et maintenant de coach, est-ce que vous voyez vraiment que le niveau s'améliore? Est-ce qu'il y a une vraie évolution qui est visible, statistiquement vous le voyez, ou il y a encore 2-3 clubs, on va en reparler après, de l'OL et Paris, qui sont un peu à la marge, ou il y a une homogénéité qui est en train de se créer, ou il y a encore de gros décalages? Alors, il y a beaucoup d'écart entre le foot professionnel, les équipes de haut tableau et le foot amateur. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que les jeunes il y a une formation de base qui a été une priorité de la fédération pendant des années et qui porte ses fruits aujourd'hui. Et pour moi, l'écart va être de plus en plus réduit et ce sera intéressant pour l'équipe de France et pour le football féminin. Et est-ce pour une jeune fille s'inscrire dans un club de foot, c'est devenu facile maintenant? C'est où il faut aller faire 30 km pour trouver le club, ou on trouve des clubs de foot en dehors de la région parisienne qui facilitent peut-être un peu la chose? Est-ce que... Non, je ne sais pas. La politique de la fédération française, c'est justement de donner accès au maximum de filles à des clubs près de chez elles. Après, c'est le problème, je pense, le même pour les garçons aussi. Je pense que peut-être en zone rurale, ça ne doit pas être si simple d'avoir un club à côté. Après, on peut toujours faire de la mixité aussi jusqu'à 13 ans, ça c'est possible, même si c'est plus trop le sens de l'histoire. Est-ce que ça, c'est pas négatif, ça? Non, en tout cas, personnellement, moi je suis pour la mixité jusqu'à 13 ans, parce que justement, des filles, ça les pousse à être avec des garçons qui vont peut-être un peu plus les bousculer, donc à se surpasser. Les garçons, ça leur apprend aussi à accepter le fait que c'est un sport qu'on peut partager avec les filles. Donc moi, je suis pour. Après, je sais qu'il y a des mamans et des papas qui préfèrent que les filles jouent entre elles, qu'il y a des filles qui préfèrent peut-être jouer entre elles pour se sentir un peu plus à l'aise. Il y a deux visions pour voir les choses, mais après, maintenant, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de sections féminines qui se développent au sein des clubs. Après, la difficulté, c'est de leur trouver des créneaux.
des terrains, des éducateurs, des entraîneurs. Il y a eu des scandales où les filles jouent et les mecs arrivent, ils leur demandent de dégager le terrain. Ça m'est arrivé aussi. Ça arrive et c'est dommage que ça continue à arriver. Mais parlant d'accès au club, je pense que les clubs, les municipalités doivent aussi accompagner ces clubs qui souhaitent accueillir les jeunes filles. Aujourd'hui, en zone urbaine, c'est très simple. En zone rurale, les parents sont motivés parce qu'ils voient les résultats de l'équipe de France, ils voient l'évolution. Et dire qu'il manque d'éducateurs, il manque de créneaux et tout ça, si on a 8 équipes de jeunes, pourquoi ne pas en arrêter une pour accueillir ces jeunes filles? Et pourquoi pas la mixité qui est importante, qui permettrait de gagner en qualité physique, rapidité. Mais alors, donc les joueuses, effectivement, qu'il y en ait plein qui veuillent s'inscrire à des clubs, on comprend, mais est-ce qu'il y a les gens pour les accueillir? Est-ce qu'il y a suffisamment d'entraîneurs, j'ai pas envie de dire d'entraîneuses, mais... Non, entraîneurs, de coachs féminines? Est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour pouvoir... Est-ce qu'on coach de la même manière une équipe de jeunes filles de 14-15 ans comme on coach une équipe de garçons? Est-ce que un coach, qu'est-ce qu'on fait? Sur la transmission des compétences, sur la transmission, sur l'apprentissage, c'est exactement la même chose. Moi, je fais des détections dans les Yvelines. C'est simplement l'intensité et les distances qui changent avec l'âge. Mais les transmissions sont les mêmes, les qualités, le geste technique qu'on apprend à une jeune fille, les déplacements tactiques, c'est exactement pareil. Maintenant, les clubs, il faut trouver la bonne personne qui s'intéresse vraiment au football féminin. Comment le club met en place cette politique-là? Et je pense que ça devrait venir également des instances. Pourquoi pas obliger les clubs professionnels à avoir... c'est déjà fait, des sections féminines. La fédération ne veut pas... Oui, parce que je veux juste préciser une chose, c'est que le championnat de foot féminin est sous l'égide de la fédération, à la différence des hommes qui sont sous la ligue professionnelle. C'est pas un championnat professionnel, c'est un championnat qui reste amateur, parce qu'il n'est pas... les filles sont pros, mais le championnat est sous l'égide de la fédération. Les filles sont pros, il y a 3 clubs qui sont pros. Non, il y a plus de filles. Oui, mais il y a des contrats fédéraux dans les autres clubs aussi. Oui, il y a des filles qui font. Oui, mais bon. Il y a des filles. Alors, je veux dire, il y a des filles qui. C'est un petit peu. C'est pas si simple de pro pas pro, parce qu'il y a des clubs qui sont pas Paris, Montpellier et Lyon. Qui ont des contrats fédéraux aussi, donc on peut dire que leurs filles sont pros aussi, ils ne font que du foot. Mais c'est vrai que le championnat, c'est pas un championnat professionnel parce qu'il n'est pas géré comme par exemple la Ligue 1 par la LFP qui est la Ligue professionnelle de football. En fait, clairement, en préparant l'émission, il est dit, cité partout qu'il y a Lyon, Paris et le reste du monde. Non, il y a Lyon, Paris déjà, Montpellier, Paris FC. Non mais Montpellier, la moyenne de spectateurs à Montpellier, c'est 123 personnes. On ne décide pas d'un championnat professionnel par rapport au fait au nombre de spectateurs. Ça fait partie du jeu. L'équipe de Montpellier est pro, les filles ne font que ça, elles ont des contrats fédéraux, la plupart des filles... Non mais de toute façon, dans le classement gelé, dans l'ordre, vous avez Lyon 53 points, Paris 53 points, Montpellier 33, Bordeaux 30. Oui, mais c'est pas parce qu'il y a un écart de points que les filles ne sont pas pro. Prenez le championnat de Ligue 1, c'est pareil, l'écart il est de 20 points entre Paris et... Il y a 20 points pareil. Alors Paris est critiqué à longueur de journée. Oui, mais ça n'empêche pas que Monaco est un club pro, qui font autant d'efforts que Paris, que Lyon aussi, que Marseille. Non, mais vous voyez, c'est vous qui comparez avec le non, parce que vous me dites que elles sont pas pro parce qu'elles sont à 20 points de... Je ne dis pas, je ne les critique pas, mais je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas justement quelque chose qui, pour une uniformité, que ce soit homogène. C'est pas possible parce qu'on a plusieurs modèles économiques dans ce championnat. C'est-à-dire qu'il y a des clubs comme Paris FC, anciennement Juvisy, qui vont privilégier le double projet. C'est-à-dire que les filles, effectivement, vont jouer au foot, mais à côté de ça, elles vont préparer aussi leur après-carrière. Il y a des clubs comme Lyon, où les filles, pour l'instant, ont des salaires qui leur permettent de faire que du foot. Certaines préparent peut-être des diplômes d'entraîneur, mais en tout cas, elles se concentrent que sur le foot. Il y a des filles qui vont avoir des contrats fédéraux à mi-temps. Il y a plein de cas dans ce championnat de France, et on peut pas... Voilà, aussi, ces 3 clubs sont médiatisés. L'OL, le président Olas, il a misé sur le football féminin. Exactement. Il a pas pu c'est Nicolas en premier qui a... Oui, c'est Nicolas, mais Olas a bien repris la suite. Le président Olas a mis beaucoup plus de moyens et attiré les meilleures joueuses, ce qui a permis de creuser cet écart-là. Aujourd'hui, les clubs comme le PSG essayent d'accrocher, mais on ne va pas dire que ces 2 clubs sont forcément... Les autres essayent, et on voit bien Bordeaux aujourd'hui qui sont bien classés. Il y a beaucoup de travail derrière, effectivement. Il y a le travail qui est fait, oui, exactement. Et tout ça va... Mais il faut des locomotives pour que ça avance. On peut considérer que positif. Il y en a même plus que 2. Moi, je considère que même si
le Paris FC et pas au niveau de Lyon. C'est un club qui fait du bon travail aussi. Le fait de ne plus être Juvisy et de s'accoler au Paris FC, c'est aussi pour franchir un cap et pour progresser, pour offrir notamment en termes d'installation d'infrastructures autre chose aux filles, parce qu'ils se sont accolés à un club professionnel masculin. Bordeaux a racheté les droits sportifs de, je crois que c'est Blanquefort si je ne me trompe pas. Et donc voilà, ça permet aussi à ce club de progresser, de franchir un palier. Il y a Fleury, il y a Guingamp, il y a Soyaux qui était avant, mais qui tient quand même. Après, donc, je pense que Guingamp, c'est eux qui ont eu une grève l'année dernière, des joueuses, parce qu'il fallait qu'elles amènent leur panier repas, il fallait qu'elles payent leurs déplacements. Et après, vous allez me dire, oui, il y a des clubs pro. À un moment donné, il faut s'exprimer. Je veux dire. Non, mais elles ont raison, et c'est pour ça que je relais un petit peu cette information. Tout n'est pas parfait, tout n'est évidemment pas parfait. D'ailleurs, Guingamp, j'avais fait un article dessus et j'avais eu quelques témoignages qui étaient assez édifiants. Il y a des efforts qui ont été faits du côté de la direction, justement, pour que les filles aient des meilleures conditions de travail. Après, tout cela résulte d'une volonté présidentielle. Si Jean-Michel Aulas, le président de Lyon, n'a pas envie de faire tous ces efforts, et ben ces filles ne sont pas à ce niveau-là. On est d'accord. Donc ça marche comme ça dans le foot féminin. De toute façon, il faut une volonté qui vient du sommet pour justement tirer l'équipe vers le haut, donner des moyens, permettre que les filles puissent s'entraîner correctement, avoir des infrastructures pour s'entraîner, avoir des coachs, avoir des docteurs, avoir des kinés. Et ça vient du président, ça ne va pas venir... Aussi à Guingamp, les filles ont profité du passage de Corinne Diacre, parce qu'il y avait les médias et c'est pour ça qu'on en a entendu parler. Mais les filles qui vivent les directions de clubs qui s'occupent très peu des féminines, c'est connu. Moi, je l'ai vécu et jusqu'aujourd'hui, on le vit encore. Si le club, comme dit Siani, ne met pas les moyens, c'est une volonté, pas à la hauteur de Lyon, mais un minimum, je pense que miser sur les féminines, ce serait un plus pour... Alors, justement, vous me préparez pour la deuxième partie, parce que malheureusement, on arrive déjà à la fin de la première partie. Dorette, vous allez m'expliquer en deuxième partie pourquoi l'OM et Saint-Etienne ne sont même pas en Ligue 1, en Division 1 de football féminin. On se voit juste après ça. Sport Palabre, deuxième partie. Que vaut le foot féminin? Toujours accompagné de Siani Dalma, toujours accompagné de Dorette Elanguet. Dorette, je vous l'avais promis, la première question elle est pour vous. Où sont les clubs de l'OM et de Saint-Etienne, les clubs féminins? Eh bien, l'OM, je les invite à regarder ce qui se passe à Lyon, au PSG, pour pouvoir... Non, mais c'est incompréhensible. En plus, pour pouvoir... Moi, j'ai joué à Marseille, ça a toujours été le cas, on va dire. Enfin, je ne vais pas dire que ça reste des machos, mais on est très peu sollicités ou encouragés, en tout cas à mon époque, il y a 20 ans de cela. Aujourd'hui, je pense que les filles sont mieux loties à Marseille et que très très vite, elles vont retrouver l'élite. Pareil à Saint-Etienne, qui est une ville de foot. J'espère que les dirigeants feront le maximum pour que cette équipe retrouve l'élite et qu'on revoie des beaux matchs de football. Et c'est des équipes qui sont restées, Saint-Etienne par exemple, longtemps en D1, qui avaient des bons résultats, qui avaient un très bon coach qui s'appelait Hervé Didier et qui s'est un petit peu lassé parce que finalement il n'avait plus assez de moyens pour faire ce qu'il avait envie. Donc l'équipe s'est écroulée et descendue. Et Marseille, c'est pareil, elles sont montées, elles ont fini 4e, elles ont fait une super saison. Et la saison suivante, elles se sont écroulées parce qu'il n'y avait plus cette volonté des dirigeants de soutenir cette équipe. Donc elles sont en D2, mais là elles font des bons résultats et peut-être qu'elles vont vite retrouver l'élite. Ouais. Siani, est-ce que quand on voit que les présidents hésitent, alors on sait qu'un club de foot, ça coûte très très cher, quel que soit le niveau, homme, femme, peu importe. On gagne rarement de l'argent avec un club de foot. Mais on a un peu... Est-ce qu'en fait, cet engouement pour le foot féminin résulte pas d'un marché saturé et on s'est trouvé une niche pour continuer à vendre les médias, à communiquer autour du foot? On a fait le tour du foot masculin, on a 20 équipes qui sont toujours les mêmes, et là on s'est trouvé un nouveau truc. Non, je crois pas, vraiment pas, parce qu'on le voit, il y a de plus en plus de foot à la télé, il y a de plus en plus de personnes qui regardent, il y a de plus en plus de compétitions, donc il n'y a pas de... Alors est-ce qu'on ne veut pas aller trop vite? Non, on ne veut pas aller trop vite. Alors, de toute façon, il faut que le football féminin trouve sa place. Il a sa place, et il faut qu'on en montre à la télé, il faut qu'il y en ait plus. Il
il faut que les filles puissent jouer, il faut que les filles puissent être médiatisées. Donc je ne pense pas que ce soit un effet de on a fait le tour chez les garçons, maintenant on va aller voir ce qui se passe chez les filles. Il faut simplement que maintenant on rattrape tout le retard qu'il y a depuis peut-être une trentaine d'années chez les filles et qu'on les remette sur le devant de la scène parce qu'elles le méritent. Retard, est-ce qu'on ne va pas un peu trop vite? Non, on ne va pas trop vite. De toute façon, il va falloir les former, toutes ces joueuses. Donc ça prendra le temps naturel qu'il faut. Il faudra faire de la préformation, de la formation, les amener dans l'élite, bien les encadrer pour pas qu'il y ait de dérives comme on a pu voir chez les garçons, mais je pense pas qu'on Aujourd'hui, toute la batterie est là en place parce que la fédération a fait ce qu'il faut. Tout au départ, les filles étaient à Clairefontaine. Aujourd'hui, elles sont à l'INSEP pour l'élite. Mais toute la batterie est là en place. Des détections au niveau district, au niveau des ligues, les interdistricts, les interligues. Tout ça permet de pouvoir voir tout le monde et ensuite que tout soit mis en place pour que les filles progressent. Donc, non mais quand je dis qu'on ne veut pas aller trop vite, par exemple, je vais vous donner un exemple concret. La CAN féminine de l'année dernière, Stade d'Afrique, pour ne pas les citer, on a été un des rares médias à en parler, à faire tous les jours un JT sur la CAN. Alors, Stade d'Afrique, forcément, qu'on parle de la CAN, on nous aurait reproché de ne pas le faire, mais au point même que les joueuses nous envoyaient tous les jours des messages WhatsApp, Instagram et tout ça, parce qu'elles étaient contentes qu'on s'intéresse. Comment se fait-il que c'était aussi peu suivi? Et quand je vous dis on veut trop vite, c'est on met plein d'événements, on abreuve et on rajoute des événements les uns après les autres autour du foot féminin, mais on dirait que derrière, soit les médias sont pas là, soit les publics sont pas là, soit les instances dans certains pays sont pas là, parce que là on parle de la France qui peut faire office de pays novateur ou d'exemple en Europe. Je ne sais pas par rapport à d'autres. Yannick, comment on se situe en France par rapport au foot féminin? On se situe peut-être un petit peu derrière l'Allemagne, où l'Allemagne c'est vraiment quelque chose de... Comme les États-Unis, c'est les deux locomotives internationales. Un sport phare et qu'on s'est beaucoup appuyé sur l'exemple allemand d'ailleurs pour progresser. Après... Juste pour revenir sur la CAN, effectivement, peut-être que ça n'a pas été autant médiatisé que ça le méritait, mais c'est vrai que c'est encore une compétition finalement qu'on voit peu, qui n'est pas forcément très mise en avant par la Confédération africaine, donc c'est difficile pour les médias de suivre. Ils communiquent. Oui, bien sûr, mais est-ce qu'ils communiquent autant que pour la CAN des hommes? Est-ce qu'on en fait un événement aussi important? Je ne suis pas sûre. Mais je pense que les médias doivent s'y intéresser. Je pense aussi c'est le nombre de licenciés. Exactement. Que vaut le foot féminin africain Le foot féminin africain a pris son envol déjà depuis un moment et il y a également 3 équipes africaines qui sont régulièrement qualifiées. La CAN se déroule tous les 2 ans. Il y a des Jeux africains. Le football féminin avance et très très vite avec toute la batterie de programmes mis en place par la FIFA, le programme Forward. Il y a un nouveau programme qui est encore lancé là du 2019-2022. Ça permet à des équipes comme Haïti, à des pays comme Haïti de participer à la Coupe du Monde U20. C'était une première, ouais. C'est quelque chose d'impressionnant. Moi, je pense qu'on ne va pas trop vite et c'est tout bon pour le football féminin. Il faut surtout pas se freiner dans ce qu'on a envie de faire pour le football féminin parce que je pense qu'il y a énormément de jeunes filles qui ont envie de jouer, de taper dans le ballon, d'avoir des opportunités de le faire, pas forcément pour être pro, mais parce qu'elles aiment ça. Et il faut les accompagner. C'est pas parce qu'on dispute, je sais pas, le championnat du monde U20 qu'on sera footballeuse professionnelle derrière. Mais voilà, c'est des expériences qu'on a envie de vivre. Là, on va avoir des équipes africaines à la Coupe du Monde. 3, Cameroun, Nigeria et Afrique du Sud. Et elles vont montrer qu'elles ont un très bon niveau. Le Nigeria est là quand même assez régulièrement en Coupe du Monde. Elle a gagné, je crois, 11 des 13 CAN. 11 des 13 CAN. Exactement, donc c'est une équipe en plus qui a un très très bon niveau. On a des joueuses africaines qui jouent en D1 et on voit à chaque fois que c'est des très très bonnes joueuses. Le Nigeria, le seul problème c'est qu'elle tombe dans le groupe de la France, la Corée et la Norvège. Oui, mais elle peut sortir un meilleur troisième, oui. Je pense que les équipes africaines ont tout à fait leur chance, le Cameroun, le Nigeria et l'Afrique du Sud qui est dans un groupe aussi relevé. Mais il y a également la troisième place qui va être attribuée et ce sera intéressant. Il y a 4 équipes normalement qui peuvent être qualifiées au 8e. Donc on peut dire qu'il y a véritablement un élan mondial pour cette discipline. Oui, parce que la FIFA aussi, la FIFA
a clairement mis le foot féminin comme un objectif principal. Ils ont lancé effectivement un programme depuis 6 ans, là, et le deuxième. Là récemment, ils ont lancé un nouveau programme aussi pour encore plus promouvoir le football féminin. Mais quand vous dites qu'ils ont lancé, ça veut dire quoi? Ils financent? Oui, ils financent, ils mettent en place des choses concrètes, des moyens. Oui, bien sûr. Pour sur place, prévoir des infrastructures pour chaque... et pour former des coachs, pour former des dirigeantes, pour former des arbitres aussi. C'est très important d'avoir des arbitres qui sont au niveau. Donc tout ça, ça va permettre aussi au football féminin de se développer, de progresser. Et dans quelques années, je pense, peut-être pas, on va pas dire rattraper tout le retard qu'elle a sur le football masculin, mais en tout cas de devenir à un niveau où les gens ne seront plus avec leurs clichés. Suffisant pour qu'on voit une compétition sans obligatoirement faire une comparaison avec leur homologue masculin. Et moi, j'ai suivi la Coupe du Monde U20 l'été dernier, et franchement, j'ai été scotchée par le niveau, parce que les filles, c'était alors excellent. Justement, parlons prenez votre mal en patience et vous serez encore plus surpris pour la Coupe du Monde qui arrive. Je pense, vraiment. Alors justement, parlons-en de cette Coupe du Monde. Vous la voyez comme... Est-ce qu'on va être plus sur un niveau... Je vais comparer avec les hommes, pardon, mais Coupe du Monde chez les hommes, c'est-à-dire phase de poule où il y a des écarts et les matchs sont limite un peu ennuyants, ou on va être plutôt sur une Coupe d'Europe où c'est assez resserré, assez homogène et il va y avoir des vrais combats, à votre avis? Bien sûr qu'on aura forcément des écarts parce que les équipes mieux loties, qui ont travaillé depuis des années, il y a forcément un écart. Mais les 9-0, 10-0, non? Je pense pas qu'on va arriver à avoir 9-0. Je suis pas sûre. La Jamaïque, je sais pas ce que ça vaut. Par exemple, l'Argentine, je sais pas ce que ça vaut vraiment. Donc ces équipes-là qu'on voit pas tellement jouer, on sait pas ce que ça peut donner en Coupe du Monde. Mais c'est ce qu'on disait en 2014 pour le Cameroun, c'est ce qu'on disait pour les équipes africaines et elles ont bien défendu leur drapeau. Moi je pense qu'on aura une belle compétition, les équipes sont en train de se préparer. Sur les matchs amicaux, on voit bien que le Canada a gagné simplement 2-1 hier contre le Nigeria. Donc les équipes se préparent. Même si l'équipe de France est en préparation depuis je ne sais pas combien de temps. La Coupe du Monde est à la maison, donc forcément... Et puis la dernière, on l'a gagnée, donc là, elles sont attendues tournant. Alors, mais pour revenir juste sur le niveau de la compétition, par exemple, on a vu que l'Euro, il y a 2 ans, aux Pays-Bas, était quand même très resserré. On a été étonnés du niveau des équipes, justement, qu'on n'attendait pas et qui sont tactiquement très prêts, très préparés. Des blocs très resserrés, très difficiles à jouer, et ça a joué des tours à l'équipe de France, à l'équipe d'Allemagne par exemple qui étaient des favorites et qui ne sont pas allés au bout de la compétition, et ça a permis à une équipe comme les Pays-Bas qu'on n'attendait pas forcément comme vainqueur d'aller au bout, finale contre le Danemark quand même. Donc ça veut dire qu'on peut aussi avoir des surprises lors de cette Coupe du Monde. Et de plus en plus les entraîneurs, eux, qui sont formés, qui à travers le programme FIFA de mettre de plus en plus... Corinne Diacre, c'est un exemple? Corinne Diacre, c'est bien sûr que c'est un exemple. Moi, quand je passais mes diplômes il y a une quinzaine d'années, c'était votre modèle, mon idole. Aujourd'hui, elle n'a pas arrêté de progresser, moi également. Elle est légitime, elle est à sa place. Elle est à sa place, elle a été en équipe de France, elle a passé tous les niveaux. Aujourd'hui, elle est entraîneur principal et tout se passe bien. On espère simplement que la cerise arrive sur le gâteau. Vous pensez que la France a une chance d'être championne du monde? La France a une chance parce qu'on est à la maison et aujourd'hui, mais sans dénigrer les équipes en face et sans se dire que ça va être facile. Je pense que l'équipe de France est préparée, bien préparée. Mais les autres aussi sont préparés. Les autres aussi, et on aura une belle compétition. Il va falloir juste passer peut-être le petit cap mental qui a manqué sur les autres compétitions, parce que même les années précédentes, on pouvait dire qu'on était bien préparé aussi. Enfin, elle pouvait dire qu'elle s'était bien préparée aussi, mais il manquait ce petit truc, peut-être ce petit brin de réussite ou ce petit truc mental. Moi, c'est Nice qui me fait peur, je vous le dis, c'est que là, elles réussissent tous leurs matchs amicaux. C'était déjà le cas. En général, c'est pas bon signe. Les matchs amicaux bien préparés quand on Non, elles ont perdu contre les Allemands. Donc elles ont eu la petite piqûre de rappel. Il reste encore des matchs notamment contre la Chine, qui peut être aussi un adversaire qui va nous permettre de se talonner. Donc moi je ne suis pas trop inquiète pour cette équipe de France. Je sais qu'elles ont à leur tête Corinne Diacre et que c'est une coach qui sait où elle veut aller. Il faut lui faire confiance. C'est quelqu'un, les filles le disent, de plutôt droit, de plutôt carré. Je pense que tactiquement elle est très forte. Elle sait ce qu'elle veut faire. Donc il n'y a pas de raison pour que les Bleus ne brillent pas. Après, ça reste du sport. Corinne Diacre, c'est plus Deschamps, Blanc, Domenech. Pas Domenech. Enfin, dans sa façon de coacher. Corinne Diacre, c'est Corinne Diacre. Oui, non, mais elle a sa personnalité. Oui, non, elle a sa personnalité. Je suis d'accord. C'est Corinne Diacre. Elle a sa personnalité. Dans son approche tactique, tout ça, dans son jeu, elle serait. Elle a demandé
évidemment, c'est quelqu'un qui est assez humble, donc elle a demandé des conseils à Didier Deschamps, il a gagné la Coupe du Monde. Ce serait dommage de se passer de son expérience, mais elle fait aussi en fonction de son travail à elle, de son ressenti, de son expérience, de et sa du groupe qu'elle a en présence. Exactement. Aussi. Alors, la France ne sera pas forcément favorite pour cette compétition, mais a des chances. Alors, nous sommes sur Stade Afrique, donc nous allons bien évidemment parler des 3 équipes africaines. Je le rappelle, Nigeria, Afrique du Sud, Cameroun, cher à votre cœur, Dorette. Le Cameroun, avec le Canada, la Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas. Le Cameroun a tout à fait des chances de passer au second tour. Puisque vu la dernière coupe du Monde au Canada, de la dernière CAN, hein. 3e de la dernière CAN, en demi-finale, ça s'est joué sur le fil. Je pense qu'aujourd'hui, le retard a été rattrapé par rapport au Nigeria, qui a encore beaucoup d'expérience. Et je pense que les filles, ça fait des années qu'elles jouent ensemble. Et là, pour cette compétition, elles sont tout à fait prêtes. Et à préciser aussi que pour la plupart, certaines arrivent sur leur dernière compétition. Donc il y aura une vraie volonté de partir en beauté. Pour terminer en beauté. C'est un groupe plutôt équilibré, je trouve. Il peut y avoir des surprises. Nigeria, Afrique du Sud, loin devant ou ça se... L'Afrique du Sud tombe dans un groupe assez relevé avec la Chine. Alors l'Afrique du Sud, je vais vous le dire, c'est Allemagne, Chine, Espagne. Allemagne, Chine, Espagne, d'accord. Voilà, donc l'Afrique du Sud tombe sur un groupe très relevé et je pense qu'il faut miser sur la 3e place qualificative pour le second tour. Ouais, ça risque d'être compliqué avec les Allemandes, grosse écurie. Qui sont quand même les favoris de ce groupe-là. Oui, effectivement, l'Espagne qui a beaucoup progressé, notamment au niveau de ses jeunes. Qui a une culture en plus c'était pas forcément il y a 5 ans, vous m'auriez dit l'Espagne, ou même il y a 4 ans, vous m'auriez dit l'Espagne, j'aurais peut-être pas tiqué, mais elles ont beaucoup progressé. Et la Chine, traditionnellement, c'est une équipe qui joue au football, donc ça va pas être le groupe le plus facile aussi pour ça. Pourquoi pas une petite surprise pour l'Afrique du Sud? Voilà, mais moi, j'allais vous demander si, pour le coup, le Cameroun pouvait pas être une surprise dans le sens où ils peuvent imaginer aussi jouer un petit peu à domicile. Il y a beaucoup de Camerounais qui vont les suivre dans les stades en France. Nous les attendons ici et nous allons les suivre à Montpellier, qui sera le camp de base des Lions Indomptables. Il va y avoir un vrai support derrière. Bien sûr, c'est indéniable. Une dernière petite chose concernant justement cette communication autour du football. Le Ballon d'Or féminin, je voulais faire une petite parenthèse sur ça. Pour vous, Siani, c'est un coup de com' ou c'est une vraie reconnaissance? Moi, c'est une vraie reconnaissance et les filles l'ont pris comme ça parce que elles aiment le foot en général. Donc, les ballons d'or masculins, évidemment que ça les a fait rêver. Donc pouvoir être récompensées avec le même trophée, évidemment qu'elles le prennent comme une immense reconnaissance et qu'elles sont hyper fières de pouvoir brandir ce trophée. Ada Gerber, qui a remporté le premier ballon d'or féminin, je peux vous dire que ça lui a fait quelque chose de particulier de pouvoir le soulever. Vous êtes d'accord, Doreen? Le ballon d'or, c'est une distinction individuelle. Je suis tout à fait contre. Mais c'est un élément qui permet de reconnaître le football féminin, qui permet de se rapprocher, qui permet au grand public de nous regarder. Mais cette distinction individuelle, que ce soit chez les garçons ou les femmes, je la trouve un peu... Il y en a de plus en plus de toute façon, donc je trouve que sans les autres, on ne pourrait pas l'avoir. Ouais, dans la Sportco, c'est sûr que... surtout Anna Debrad, qui en plus n'est pas internationale. C'est quand même si, ça. Si, alors... Oui, non, mais elle est internationale, mais elle ne joue pas. Elle a fait quand même... Il faut savoir qu'elle a fait aussi une pause dans sa carrière internationale pour des raisons, pour des bonnes raisons. Elle n'était pas forcément d'accord avec la manière dont l'équipe féminine était gérée par la fédération norvégienne. C'est quand même hyper courageux de sa part de dire je me mets en retrait. Mais est-ce que c'est pas courageux ou alors un problème d'ego aussi? Il faut avoir de l'ego. On ne reproche jamais à Cristiano Ronaldo d'avoir de l'ego. Donc c'est quand même la meilleure joueuse du monde. Oui, mais bon, c'est pas... Donc si elle juge qu'elle n'est pas traitée comme elle le devrait, elle a raison de se mettre en retrait et d'attendre beaucoup plus. Et sous-entendu, je suis la meilleure joueuse du monde, donc vous allez plier à mes exigences. Après, c'est pas forcément ce qu'elle a dit. Chez les hommes, par exemple. Si, bien sûr que si. Mais c'est pas forcément ce qu'elle a dit. C'est pas dans le sens personnel. Elle fait ça aussi pour le collectif. C'est un trophée individuel. C'est le premier ballon d'or et elle participe même pas à la Coupe du Monde. Oui, mais elle n'a pas fait ça pour elle. Elle fait ça pour aussi que
toutes les footballeuses norvégiennes aient des conditions de travail foot en plus, et des conditions de travail meilleures. Donc elle ne le fait pas que pour elle, Ada Hegerberg. Il ne faut pas le prendre comme ça. Donc moi, je reste toujours... Et puis les critères d'évaluation pour le Ballon d'Or, bien sûr qu'il faut une participation internationale, elle n'a pas fait. Après, on peut se poser des questions par rapport à... Sûr qu'à ce moment-là, elle était la meilleure au niveau statistique, elle a fait des choses intéressantes et peut-être que son parti pris est peut-être plus bénéfique à toutes les autres footballeuses et norvégiennes en particulier. Exactement. Donc moi, je suis contre le Ballon d'Or et toutes les distinctions individuelles dans un sport collectif, j'ai du mal à accepter. Mais c'est positif pour notre sport parce que nous sommes mis en lumière sur ces distinctions. Alors, on arrive malheureusement au terme de l'émission, donc on va terminer avec 2 questions. La traditionnelle, Dorette, qui va gagner la Coupe du Monde féminine? Mais il y a plusieurs nations qui sont... Il n'y en a qu'un qui va gagner. Le Cameroun. J'attendais au minimum ça de votre part. Siani? Pas la France. D'accord. Et deuxième question, est-ce que, comme je le disais en préambule, la femme est l'avenir du foot, Siani? Bien sûr. Bien sûr, parce que elle va prendre la place qui lui est due et bientôt ce sera normal de voir des filles jouer au football et pour tout le monde. On ne se posera plus la question. Mais la femme, c'est l'avenir du football. Regardez ce qui se passe à Lyon. Aujourd'hui, il y a plusieurs Ligues des Champions et je pense que les municipalités devraient miser sur le football féminin. Mesdames, merci beaucoup. J'ai été ravi de vous avoir sur le plateau. Qui mieux que vous pour parler de football pratiqué par les femmes? Dorette, j'espère qu'on aura encore le plaisir de vous revoir. En tout cas, pendant la Coupe du Monde, je ferai certainement appel à vous pour que vous nous donniez un petit peu votre expertise et partagiez votre expérience. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Sport Palab, vous pouvez continuer à nous regarder sur les réseaux sociaux et notre page Facebook, YouTube officielle. Vous avez tous les replays de toutes les émissions. Et à la semaine prochaine.